Le 3 octobre. Je me suis levé assez tard ce matin, et lorsque Mavra m'apporta mes bottes cirées, je lui demandai l'heure. Ayant appris que 10 heures avaient déjà sonné depuis longtemps, je me hâtai de m'habiller. J'avoue que j'aurais préféré ne pas aller au ministère, prévoyant la mine renfrognée qu'allait me faire notre chef de bureau. Il y a déjà longtemps qu'il me dit « Quel gâchis as-tu donc toujours dans la tête, mon ami? Tu te démènes parfois comme un forcené, et il t'arrive d'embrouiller à tel point les dossiers que le diable lui-même ne pourrait s'y reconnaître. Tu oublies dans le titre les majuscules, et tu n'indiques ni la date ni le numéro. » Maudit héron, il m'envie certainement, parce que je suis installé dans le bureau du directeur, où je taille des plumes pour son excellence. Bref, je ne serais pas allé au ministère, n'eût été l'espoir que j'avais de voir le caissier et de réussir peut-être à arracher à ce juif une avance sur mes appointements. En voilà encore un type, celui-là, qu'il consente jamais à payer d'avance l'argent du mois. Seigneur mon Dieu, vous attendriez plutôt jusqu'au jugement dernier. Vous aurez beau l'implorer. Crevez si vous voulez, soyez dans la dernière misère. Il ne vous donnera rien, ce vieux singe. Et chez lui, sa propre cuisinière lui flanque des gifles, le monde entier le sait. Je ne vois pas les avantages que peut offrir un ministère, on y gagne fort peu. Ah, dans l'administration provinciale, à la chambre des comptes ou à la trésorerie, c'est tout autre chose. Regardez celui-ci qui griffonne, terré dans son coin, un vilain petit frac, une face qui vous donne envie de cracher. Mais voyez un peu la villa qu'il loue, n'essayez pas de lui offrir une tasse de porcelaine dorée. C'est tout juste bon pour un médecin, dit-il. Il faut au moins une paire de trotteurs, ou bien une voiture, ou bien un col de castor dans les 300 roubles. Il est humble d'aspect et parle d'un ton délicat. Voulez-vous me prêter votre petit canif pour tailler cette plume? Et pour finir, il vous dépouille un solliciteur jusqu'à la chemise. Il est vrai, d'autre part, que nos bureaux sont plus convenables. Il y règne une propreté que l'administration provinciale ne connaîtra jamais. Les tables sont en acajou, et tous les chefs se vous voient. Oui, je l'avoue, il n'eût été ce ton poli, il y a déjà longtemps que j'aurais abandonné le ministère. J'endossai mon vieux manteau et pris mon parapluie, car il pleuvait à verse. Il n'y avait personne dans les rues, sauf quelques femmes du peuple qui passaient, leurs jupons relevés sur la tête. Quelques marchands russes munis de parapluies et des garçons de bureau me tombèrent également sous les yeux. Quant aux nobles, je n'en aperçus qu'un seul, un des nôtres, un fonctionnaire. Je le vis à un carrefour. Aussitôt je me dis « Ah non mon garçon, ce n'est pas au ministère que tu vas. Tu te hâtes derrière celle-ci qui court devant toi et tu regardes ses petits pieds. » Ah, quelle rusée canaille nous faisons. Nous cédons, nous autres fonctionnaires. Dieu m'est témoin, nous ne le cédons en rien aux officiers, quels qu'ils soient. Une petite bien nippée, vient-elle à passer, elle est aussitôt accostée par un des nôtres. Tandis que je songeais à cela, je vis une voiture s'arrêter à la porte du magasin devant lequel je passais. Je la reconnus immédiatement. C'était la voiture de notre directeur. Mais qu'a-t-il besoin d'aller dans ce magasin, me dis-je? C'est certainement sa fille. Je me serrai contre le mur. Le valet ouvrit la portière et elle sauta hors de la voiture tel un oiselet. Quel regard elle lança à droite et à gauche. Comme elle battit des paupières et des sourcils. Seigneur mon Dieu, je suis perdu, complètement perdu. Mais quel besoin a-t-elle de sortir par un temps aussi pluvieux? Direz-vous encore que les femmes n'ont pas la passion de tous ces chiffons? Elle ne me reconnut pas. Moi-même, d'ailleurs, je m'efforçais de m'envelopper le plus étroitement possible dans mon manteau, car il est fort sale et sa forme en outre est très démodée. On porte maintenant des manteaux à col ample, or le mien est garni de petits collets superposés. De plus, le drap n'en est pas décati. N'ayant pu se glisser dans le magasin, son petit chien resta dans la rue. Je le connais, ce petit chien. On l'appelle Medji. Je me tenais là depuis une minute à peine lorsque j'entendis soudain une petite voix aiguë. « Bonjour, Medji !» Oh, voilà une histoire. Qui parle donc? Je regardai autour de moi et vis 2 dames sous un parapluie. L'une d'elles était vieille, l'autre toute jeune. Mais elles étaient déjà passées lorsque j'entendis de nouveau près de moi. « Ce n'est pas gentil de ta part, Medji !» Que diable est-ce cela? Je vis que Medji flairait un petit chien qui suivait les dames. « Ha ha, me dis-je, ne serais-je pas ivre par hasard ?»
Mais cela ne m'arrive que rarement, me semble-t-il. Non, fidèle, tu as tort de croire cela. Prononça. Je vis que c'était Medji qui prononçait ces paroles. J'ai été très malade. Voyez un peu ce roquet. Qu'en dites-vous? J'avoue que je fus très étonné de l'entendre parler comme un homme. Mais plus tard, ayant bien réfléchi à cela, je cessai de m'étonner. En effet, il y a eu déjà beaucoup d'exemples de ce genre. On raconte qu'en Angleterre, un poisson sortit de l'eau et prononça 2 mots en une langue si étrange que les savants essayent depuis 3 ans de la comprendre, mais n'y parviennent pas. J'ai lu également dans les journaux que 2 vaches étaient entrées dans une boutique et avaient demandé une livre de thé. Cependant, je le confesse, je fus étonné bien davantage encore lorsque Medji dit « Je t'ai écrit, fidèle, Polka ne t'a certainement pas remis ma lettre. » Que le diable m'emporte! De ma vie, je n'ai encore entendu dire que les chiens puissent écrire. Seuls les nobles savent écrire correctement. Il est vrai que certains jeunes marchands, des commis et même des serfs se mettent aussi parfois à griffonner, mais leur gribouillage n'est pour la plupart du temps que mécanique, ni virgule, ni point, ni style. Cela m'étonna. J'avoue que depuis un certain temps, je commence à entendre parfois et à voir des choses que personne encore n'a jamais vues ni entendues. Suivons ce petit chien, me dis-je. Je saurai qui il est, ce qu'il pense. J'ouvris mon parapluie et suivis les 2 dames. Nous traversâmes la rue Gorokhovaya, tournâmes dans la Metchanskaya, puis dans la Stoliarnaya, et enfin, près du pont Kukushkin, nous nous arrêtâmes devant une grande maison. Je connais cette maison, c'est la maison de Zverkov. En voilà une bâtisse. Quelle sorte de gens n'y trouve-t-on pas? Que de cuisinières, que d'étrangers. Et quant aux nôtres, aux fonctionnaires, ils sont là, les uns sur les autres, serrés comme des harengs. J'y ai moi aussi un ami qui joue très bien de la trompette. Les dames montèrent au 5e étage. Parfait, me dis-je, maintenant je n'irai pas plus loin. Mais j'ai repéré les lieux, et à la première occasion, j'en profiterai. Le 4 octobre. C'est aujourd'hui mercredi, et j'étais par conséquent dans le cabinet de travail du directeur. Je vins exprès un peu plus tôt, et m'étant installé, je taillais toutes les plumes. Notre directeur est probablement un homme extrêmement intelligent. Son bureau est plein d'armoires remplies de livres. J'ai lu les titres de certains d'entre eux. Que de science! Que de science! Nous n'oserions même pas nous y frotter, nous autres. Rien que des livres allemands ou français. Et son visage, mon Dieu, quelle importance brille dans ses regards! Je ne l'ai jamais encore entendu prononcer un mot inutile. Parfois seulement, lorsqu'on lui présente des papiers à signer, il lui arrive de demander « Quel temps fait-il » ? « Il fait humide, votre Excellence. » Ah, c'est bien autre chose que nous, un vrai homme d'État. Je remarque cependant qu'il m'aime tout particulièrement. Si sa fille, elle aussi... Fichtre, rien, silence. Élu l'abeille. Sont-ils assez sots, ces Français? Que veulent-ils donc? Vraiment, je leur donnerais volontiers une bonne volée de bois vert. J'ai lu également la description fort agréable d'un bal, faite par un propriétaire de Koursk. Les propriétaires de Koursk écrivent généralement très bien. Après cela, je remarquai que 12h30 avait déjà sonné, mais que notre chef n'était pas encore sorti de sa chambre à coucher. Vers 1h30, il se produisit cependant un événement que nulle plume ne saurait décrire. La porte s'ouvrit. Je crus que c'était le directeur et je bondis de ma chaise, mes papiers à la main. Mais c'était elle, elle-même, ange céleste, comme elle était habillée. La robe qu'elle portait était d'une blancheur de cygne. Oh, quelle splendeur! Et quand elle me regarda, ce fut le soleil. Dieu m'est témoin, ce fut le soleil. Elle me salua et dit « Papa n'est-il pas venu ?» Aïe, 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 quelle voix, un canari, un vrai canari! Excellence, voulus-je dire, ne me faites pas mettre à mort, et si toutefois vous voulez m'exécuter, faites-le de votre noble main. Mais que le diable m'emporte, la langue me fourcha, je ne sais comment, et je ne pus que dire « Non, Excellence ». Elle me regarda, puis regarda les livres et laissa tomber son mouchoir.
Je me précipitai à toutes les jambes, glissai sur ce maudit parquet et faillis m'écraser le nez. Je me retins cependant et ramassai le mouchoir. Ange du ciel, quel mouchoir! En batiste et d'une finesse, quel ambre, de l'ambre pur, tout respire en lui la noblesse. Elle remercia et eut un léger sourire, si bien que ses lèvres sucrées frémirent à peine. Ensuite, elle sortit. Je restai encore 1 heure. Soudain entra leur valet, qui dit « Rentrez chez vous, Aksenti Ivanovitch, monsieur est déjà sorti !» Je déteste la valetaille, toujours vautrée dans l'antichambre. Ces gens-là ne daignent même pas vous faire un signe de la tête. Mais il y a plus encore, une de ces canailles s'est même permis, une fois, de m'offrir une prise sans se lever. Ne sais-tu donc pas, cerf stupide, que je suis un fonctionnaire, que je suis d'origine noble? Néanmoins je pris mon chapeau et mis moi-même mon manteau, car ces messieurs ne vous le présenteront jamais, et je sortis. À la maison, je passai la plus grande partie de la journée étendu sur mon lit. Ensuite, je copiais quelques vers vraiment gentils. 1 heure loin de mamie, je crus être privé d'elle 1 an. Plein de haine alors pour la vie, puis-je vivre sans elle un instant? C'est certainement l'œuvre de Pouchkine. Le soir, m'étant enveloppé dans mon manteau, je me dirigeai vers le perron de son Excellence, et j'attendis longtemps. Ne sortira-t-elle pas en calèche? J'aurais voulu la voir encore une petite fois, mais non, elle ne sortit pas. Le 6 novembre. Le chef de bureau m'a mis en rage. Lorsque j'arrivai au ministère, il m'appela auprès de lui et me parla ainsi. « Dis-moi, je t'en prie, ce que tu fais. »« Comment ce que je fais? Je ne fais rien, lui répondis-je. »« Réfléchis-y bien. Tu as déjà plus de 40 ans. Il est temps de devenir raisonnable. Que t'imagines-tu? Crois-tu que je ne connais pas toutes tes frasques? Tu cours après la fille du directeur. Mais regarde-toi donc, songe un peu à ce que tu es. Tu n'es qu'un zéro, rien de plus. Tu ne possèdes pas un sou vaillant. Regarde au moins ton visage dans la glace. Comment peux-tu même songer à cela? Que le diable l'emporte, parce que son visage ressemble quelque peu à une fiole de pharmacien. Parce qu'il a sur la tête une mèche de cheveux frisés en toupet, et qu'il porte la tête haute et l'enduit de je ne sais quelle pommade à la rose, il s'imagine déjà que tout lui est permis à lui seul. Je comprends pourquoi il est furieux contre moi. Il m'envie. Il a peut-être remarqué les témoignages de bienveillance qui me sont accordés de préférence aux autres. Mais je crache sur lui. Conseiller de cour, la belle affaire. Il suspend sa montre à une chaîne d'or et se commande des bottes à 30 roubles la paire. Que le diable l'emporte. Suis-je, moi, un roturier quelconque? Suis-je fils d'un tailleur ou d'un soldat? Je suis noble. Et puis quoi? Moi aussi je puis atteindre un haut grade. Je n'ai que 42 ans. C'est précisément l'âge où la vraie carrière ne fait que commencer. Attends un peu l'ami, nous aussi nous serons colonels, et peut-être même quelque chose de plus encore, avec l'aide de Dieu. Nous aussi, nous aurons un appartement qui sera peut-être plus beau encore que le tien. Pourquoi donc t'es-tu mis en tête qu'il n'y a que toi de convenable? Et si je portais un habit à la mode, si je me nouais au cou une cravate comme la tienne, tu n'irais même pas à la semelle de mes bottes. Pas d'argent. Voilà le malheur. Le 8 novembre. J'ai été au théâtre. On y jouait un vaudeville, Philatka, le béné russe. J'ai bien ri. Il y avait encore un autre vaudeville avec des vers très amusants sur les avoués et tout particulièrement sur un certain registrateur de collège. Des vers assez hardis. Je m'étonnais même que la censure les eût laissés passer. Quant aux marchands, on disait carrément qu'ils trompaient le peuple et que leurs fils faisaient la noce et s'efforçaient de jouer aux nobles. Il y avait aussi un couplet fort amusant sur les journalistes, qu'ils aiment à injurier tout le monde et que l'auteur demande au public de prendre sa défense.
Les auteurs, aujourd'hui, écrivent des pièces fort amusantes. J'aime à aller au théâtre. Dès qu'il m'arrive d'avoir un sou en poche, impossible de résister, j'y vais. Mais parmi nous autres fonctionnaires, il y a de vrais pourceaux. Pour rien au monde, ils n'iront au théâtre. Ces paysans, à moins qu'on ne leur donne un billet gratuit. Une actrice chanta fort bien. Je me souvins de l'autre. Affiche, rien, rien. Silence. Le 9 novembre. À 8 heures, j'allais au ministère. Le chef de bureau fit mine de n'avoir pas remarqué mon entrée. Moi aussi, de mon côté, je me tins comme si rien ne s'était passé entre nous. J'ai parcouru et compulsé des dossiers et suis parti à 4 heures. Passé devant l'appartement du directeur, mais n'ai vu personne. Après le dîner, je suis resté la majeure partie du temps allongé sur mon lit. Le 11 novembre. J'ai travaillé aujourd'hui dans le bureau de notre directeur. J'ai taillé 23 plumes, et pour elle, pour la fille de son excellence, j'en ai taillé 4. Il aime qu'il y ait beaucoup de plumes toutes préparées. Oh, quel cerveau il doit avoir! Il se tait toujours, mais j'imagine qu'il ne cesse de réfléchir. Je voudrais bien savoir à quoi il pense le plus, ce qui se passe dans cette tête. Je voudrais bien savoir de plus près la vie de ces gens, toute leur manigance et leur courtisanerie, comment ils sont, ce qu'ils font dans leur cercle. Voilà ce que je voudrais connaître. J'ai songé plusieurs fois à entamer une conversation avec son Excellence, mais ma langue ne veut absolument pas m'obéir. Que le diable m'emporte! Je ne parle, pour finir, que du temps qu'il fait. Absolument impossible de dire autre chose. Je voudrais bien jeter un regard dans leur salon, dont on voit parfois la porte entr'ouverte sur une autre chambre. Ah, quel riche ameublement, quelle glace et quelle porcelaine! Je voudrais bien glisser un œil plus loin, dans ses appartements à elle. Voilà ce que j'aurais désiré voir. Son boudoir, avec tous ses petits vases, ses petits pots, ses fleurs, sur lesquels on n'oserait même pas souffler. Sa robe étalée, plus semblable aux zéphyrs qu'à une robe. Je voudrais jeter un regard dans sa chambre à coucher. C'est là que je verrais, j'imagine, des choses prodigieuses. Un vrai paradis, je m'imagine, et tel qu'il ne s'en trouve point aux cieux. Ah, si je pouvais voir ce tabouret sur lequel elle pose son petit pied en sortant du lit, et comment elle chausse ce pied d'un bas aussi blanc que la neige. Rien, rien. Silence! Aujourd'hui cependant, ce fut comme une illumination soudaine. Je me souviens de la conversation des 2 chiens que j'avais entendus dans la perspective Nevsky. Très bien, me dis-je en moi-même, maintenant je saurai tout. Il faut se saisir de la correspondance qu'ont échangée entre ces 2 vilains chiens. J'y découvrirai probablement certaines choses. J'avoue qu'un jour j'appelai auprès de moi Medji et lui dis « Écoute Medji, nous sommes seuls en ce moment. Si tu veux, je fermerai même la porte. Ainsi personne ne pourra nous voir. Dis-moi tout ce que tu sais de ta demoiselle. Comment est-elle? Ce qu'elle fait. Je te jure que je ne révélerai rien à personne. » Mais le rusé chien serra la queue entre ses jambes, se fit tout plat et se glissa dehors sans bruit, comme s'il n'avait rien entendu. Je soupçonnais depuis longtemps que les chiens étaient beaucoup plus intelligents que les hommes. J'étais même sûr qu'ils pouvaient parler, mais qu'il y a en eux un certain entêtement. Ils sont de grands politiciens, ils observent tout, les moindres pas de l'homme. Oui, demain j'irai absolument dans la maison de Zverkov, je questionnerai Fidèle, et si j'y parviens, je m'emparerai de toutes les lettres que lui a écrites Medji. Le 12 novembre. À 2 heures de l'après-midi, je sortis pour voir Fidèle et la questionner. J'ai en horreur les choux, dont l'odeur s'échappe de toutes les boutiques de la rue Mestchanskaya. Et avec ça, de dessous les portes cochères des maisons se répand une puanteur tellement infernale que je fus obligé de m'enfuir à toutes jambes en me bouchant le nez. Et les vils artisans dans leurs ateliers émettent tant de fumée et de suie qu'il est absolument impossible pour un homme de noble naissance de se promener dans ce quartier. Quand je parvins au 6e étage et que j'eus sonné, une fillette vint m'ouvrir qui n'était vraiment pas mal, avec de petites taches de rousseur. Je la reconnus. C'était celle-là même qui accompagnait la vieille dame. Elle rougit légèrement, et je compris aussitôt. « Toi, ma colombe, tu voudrais un fiancé. »
Que désirez-vous me demanda-t-elle. J'ai besoin de parler à votre chien. La petite était sotte. Je compris aussitôt qu'elle était sotte. À ce moment, le chien accourut en aboyant. Je voulus le saisir, mais la sale bête faillit me mordre au nez. J'aperçus cependant sa corbeille dans un coin. Voilà précisément ce qu'il me faut. Je m'approchai, bouleversai la paille qui remplissait la corbeille, et à mon extrême satisfaction, en retirai une liasse de petits papiers. À cette vue, le vilain chien me mordit d'abord au mollet. Puis, lorsqu'il eut senti que j'avais pris les papiers, il se mit à gémir et à faire le beau. Mais je dis « Non, mon petit, adieu !» et je m'enfuis. Je suppose que la fillette me prit pour un fou, car elle fut extrêmement effrayée. De retour chez moi, je me disposais à me mettre aussitôt au travail et à déchiffrer ces lettres, car aux bougies je vois assez mal, mais Mavra imagina de laver le plancher. Ces stupides Finnoises ont le goût de la propreté toujours mal à propos. J'allais donc me promener et réfléchir à cet événement. Maintenant, enfin, je saurai toutes leurs affaires. Je connaîtrai tous les ressorts et parviendrai jusqu'au fond des choses. Ces lettres me révéleront tout. Les chiens sont des êtres intelligents. Ils sont au courant des relations politiques. Et je trouverai certainement là tout ce qui concerne notre personnage, son portrait et toutes ses actions. Il y aura aussi quelque chose sur elle qui... Rien, silence! Vers le soir, je rentrai à la maison. Je passais la plus grande partie du temps sur mon lit. Le 3 décembre. Cela ne se peut. Mensonge! Le mariage n'aura pas lieu. Quelle importance cela a-t-il qu'il soit gentilhomme de la chambre? Ce n'est qu'un certain grade, ce n'est pas un objet visible qu'on puisse prendre en main. Le fait d'être gentilhomme de la chambre ne vous ajoute pas un troisième œil au milieu du front, n'est-ce pas? Son nez n'est pas en or, n'est-il pas vrai? Il est comme le mien, comme celui de tout le monde. Il flaire avec son nez et ne mange pas. Il éternue et ne tousse pas. J'ai déjà maintes fois essayé de débrouiller d'où proviennent toutes ces différences. Pourquoi suis-je conseiller titulaire? Quel sens cela a-t-il? Il se peut que je ne sois nullement conseiller titulaire. Je suis peut-être un comte quelconque ou bien un général, et je n'ai que l'apparence d'un conseiller titulaire. Il se peut que je ne sache pas moi-même encore qui je suis. On connaît tant d'exemples historiques. Un homme ordinaire, pas même un noble, mais tout simplement un petit bourgeois ou un paysan. Et voilà que brusquement, on découvre que c'est un grand personnage, un baron, que sais-je encore. Si un paysan peut devenir tout cela, que ne peut alors devenir un noble? Soudain, par exemple, j'entre chez notre directeur en uniforme de général. Mon épaule droite est garnie d'une épaulette, mon épaule gauche est garnie d'une épaulette, et un ruban bleu barre ma poitrine. Eh bien, que me chantera alors ma belle? Que dira son papa lui-même, notre directeur? Oh, c'est un grand ambitieux. C'est un maçon. C'est certainement un franc-maçon. Bien qu'il feigne d'être ceci ou cela, je remarquai immédiatement qu'il était franc-maçon. S'il tend la main à quelqu'un, ce n'est jamais que de deux doigts. Mais ne puis-je pas être nommé à l'instant même gouverneur général, ou bien intendant, ou bien quelque chose d'autre encore? Je voudrais savoir pourquoi je suis conseiller titulaire. Pourquoi précisément conseiller titulaire? Le 5 décembre. Aujourd'hui, durant toute la matinée, j'ai lu les journaux. Il se passe des choses bien étranges en Espagne. Je n'ai même pas pu débrouiller complètement ce qui s'y tramait. On écrit que le trône est supprimé, que les hauts dignitaires se trouvent dans une situation difficile pour élire l'héritier, et que c'est là la cause des émeutes qui ont éclaté. Cela me paraît extrêmement étrange. Comment le trône peut-il être supprimé? On dit qu'une certaine donna peut monter sur le trône, mais une donna ne peut monter sur le trône. Non, elle ne le peut en aucune façon. Le trône doit être occupé par un roi. Mais, dit-on, il n'y a pas de roi. Il est impossible qu'il n'y ait pas de roi. L'État ne peut exister sans roi. Le roi existe, mais il se tient sans doute caché quelque part. Il se peut même qu'il soit en Espagne.
Mais certaines raisons de famille peut-être, ou bien la crainte des pays voisins, de la France par exemple, ou d'autres pays, l'obligent à se cacher. Peut-être y a-t-il encore d'autres raisons. Le 8 décembre. J'étais déjà prêt à me rendre au ministère, quand certaines considérations, certaines réflexions me retinrent. Les affaires d'Espagne ne me sortent pas de la tête. Comment se peut-il qu'une donna devienne reine? On ne permettra pas cela. Et tout d'abord, l'Angleterre ne le permettra pas. Et puis il y a encore les affaires politiques de toute l'Europe. L'empereur d'Autriche. Notre empereur. J'avoue que tous ces événements m'ont à tel point anéanti et bouleversé que je n'ai vraiment pu m'occuper de rien durant toute la journée. Mavra me fit observer que j'étais extrêmement distrait à table. Et en effet, je crois que dans ma distraction, je jetai à terre 2 assiettes qui se sont aussitôt brisées en morceaux. Après le dîner, je suis allé me promener à la foire, mais je n'ai retiré rien d'instructif de cette promenade. Je restais la plupart du temps étendu sur mon lit, à réfléchir aux affaires d'Espagne. L'an 2000, le 43 avril. C'est aujourd'hui le jour le plus grand des triomphes. L'Espagne a un roi, il s'est retrouvé. Et ce roi, c'est moi. C'est aujourd'hui seulement que je l'ai appris. J'avoue que ce fut comme si j'avais été illuminé soudain par un éclair. Je ne comprends pas comment j'avais pu croire et imaginer que j'étais conseiller titulaire. Comment cette idée inepte, folle, a-t-elle pu entrer dans ma tête? Encore heureux que personne ne se soit avisé de m'enfermer dans une maison de fous. Maintenant, tout m'éclaire. Maintenant, je vois tout comme sur ma main. Tandis qu'avant, je ne comprends pas bien pourquoi, avant, tout m'apparaissait comme à travers un brouillard. Et tout cela provient, je suppose, de ce que les hommes s'imaginent que le cerveau se trouve dans la tête. Pas du tout, c'est le vent qui souffle de la mer Caspienne qui nous l'apporte. D'abord j'annonçai à Mavra qui j'étais. Lorsqu'elle entendit que le roi d'Espagne se tenait devant elle, elle leva les bras et faillit mourir de terreur. La sotte n'avait jamais encore vu de roi d'Espagne. Cependant j'essayais de la calmer, et par des paroles gracieuses, je tâchais de l'assurer de mes bonnes dispositions, lui disant que je n'étais nullement fâché de ce qu'elle m'eût parfois mal nettoyé mes bottes. Car ce sont de petites gens, et l'on ne peut leur parler de choses élevées. Elle eut peur, parce qu'elle est persuadée que tous les rois d'Espagne sont semblables à Philippe II. Mais je lui fis comprendre qu'il n'y a presque aucune ressemblance entre Philippe II et moi, et que je n'ai même pas un seul capucin. Je ne suis pas allé au ministère. Que le diable l'emporte! Non, mes amis, maintenant vous ne m'aurez plus. Je ne copierai plus vos vilaines paperasses. Le 86 martobre, entre le jour et la nuit. Aujourd'hui, j'ai reçu la visite de notre huissier, qui est venu me dire de me rendre au ministère. Il y a déjà plus de 3 semaines que je n'y suis plus allé. Mais les gens sont injustes, ils calculent le temps par semaine. Ce sont les Juifs qui ont introduit cela, car leurs rabbins se lavent pendant ce temps. Cependant, en manière de plaisanterie, je suis allé au ministère. Le chef de bureau s'imaginait que j'allais le saluer et m'excuser, mais je le regardais d'un air indifférent, sans trop de colère, mais aussi sans trop de bienveillance, et je m'assis à ma place comme si je ne remarquais personne. Je parcourais du regard la canaille administrative et songeais. Si vous saviez qui se trouve parmi vous, Dieu du ciel, quel chambardement ce serait. Et d'ailleurs, le chef de bureau lui-même se mettrait à me saluer jusqu'à terre, comme il se courbe aujourd'hui devant le directeur. On me passa quelques papiers afin que j'en fisse un résumé, mais je n'y touchais même pas. Quelques instants après, tout le monde s'affairait. On annonça le directeur. Nombre de fonctionnaires se précipitèrent à qui mieux au devant de lui pour se faire remarquer. Mais moi, je ne bougeais point. Lorsqu'il traversa nos bureaux, tous boutonnèrent leur habit. Moi, je ne fis pas un geste. Un directeur? Que je me mette, moi, à trembler devant lui? Jamais! Lui? Un directeur? Un bouchon ordinaire, un simple bouchon, rien de plus, comme ceux qui servent à boucher les bouteilles. Ce qui m'amusa le plus, ce fut lorsqu'on me glissa un papier qu'il me fallait signer.
Il s'imaginait que j'allais signer tout au bas de la feuille. Conseiller titulaire, un tel, pensez-vous? Et à l'endroit le plus en vue de la page où signe notre directeur, je traçais Ferdinand VIII. Il eût fallu voir quel silence respectueux s'établit aussitôt, mais je me contentai de faire un geste de la main et dis « Point de marque de soumission, c'est inutile », et je sortis. De là, je me rendis tout droit dans l'appartement du directeur. Il n'était pas chez lui. Le domestique ne voulait pas me laisser rentrer, mais je lui dis de telles choses qu'il en eut les bras coupés. Je me dirigeai vers son cabinet de toilette. Elle était assise devant son miroir. Elle bondit et recula devant moi. Je ne lui dis pourtant pas que j'étais le roi d'Espagne. Je lui dis seulement qu'un bonheur l'attendait, qu'elle ne pouvait même se figurer, et que malgré toutes les intrigues de nos ennemis, nous serions réunis. Je ne voulus rien dire de plus, et je sortis. Oh, la femme! Quel être perfide! C'est maintenant seulement que j'ai compris que c'était la femme. Personne n'a jamais su jusqu'ici de qui elle était amoureuse. C'est moi le premier qui l'ai découvert. La femme est amoureuse du diable. Je ne plaisante pas. Les physiciens n'écrivent que des bêtises lorsqu'ils disent qu'elle est ceci et cela. Elle n'aime que le diable. Voyez-la qui, de l'une des premières loges, pointe ses jumelles. Vous croyez qu'elle regarde ce gros bonhomme couvert de décorations? Pas du tout. Elle regarde le diable qui se tient derrière son dos. Le voilà qui s'est caché dans les plis de son frac. Le voilà qui fait signe du doigt à la femme. Et elle l'épousera. Je vous assure qu'elle l'épousera. Et ceux-là, leurs pères titrés, ceux-là qui font des courbettes, se faufilent à la cour et disent qu'ils sont des patriotes, qu'ils sont ceci et cela. Ce sont des pensions qui recherchent ces patriotes. Pour de l'argent, ils vendraient leur père, leur mère et Dieu lui-même, ces ambitieux, ces Judas. Ce n'est que l'ambition. Et cette ambition provient de ce que nous avons sous la langue un globule, et dans ce globule un petit verre, gros comme une tête d'épingle, fabriqué par un certain barbier qui demeure dans la rue Gorokhovaya. Je ne me rappelle plus comment on l'appelle, mais je sais de source certaine qu'en compagnie d'une sage-femme, il veut répandre partout le mahométisme. Voilà pourquoi, en France, la grande majorité du peuple a déjà adopté, dit-on, la religion de Mahomet. Pas de date du tout. Le jour était sans date. Je me suis promené incognito dans la perspective Nievski. Passa l'empereur. Tout le monde se découvrit, moi aussi. Toutefois, je ne fis aucunement voir que j'étais le roi d'Espagne. J'ai trouvé qu'il n'était pas convenable de révéler ainsi, devant tout le monde, qui j'étais, car il faut tout d'abord que je sois présenté à la cour. Ce qui m'arrêtait seulement jusqu'ici, c'était que je n'avais pas encore de costume national espagnol, si je pouvais avoir au moins un manteau royal. J'avais d'abord songé à en commander un chez un tailleur, mais ce sont tous des ânes bâtés. De plus, ils négligent complètement leur travail et se lancent dans les affaires, et la plupart d'entre eux s'occupent de paver les rues. J'ai résolu de transformer en manteau royal mon nouvel uniforme que je n'ai mis encore que 2 fois. Mais pour que ces canailles ne me le gâchent pas, j'ai décidé de le coudre moi-même, en ayant soin de fermer les portes à clé afin que personne ne me voie. Je l'ai taillé entièrement à coups de ciseaux, car la forme doit être toute différente. Je ne me souviens pas de la date. Il n'y avait pas de mois non plus. Le diable sait ce que c'était. Le manteau royal est complètement prêt et cousu. Mavra poussa un cri lorsque je le revêtis. Cependant, je ne me décide pas à me présenter à la cour. La députation espagnole n'est pas encore arrivée. En l'absence des députés, cela ne serait pas convenable. Ma dignité n'aurait aucun poids. Je les attends d'une heure à l'autre. Le premier. La lenteur des députés m'étonne beaucoup. Quelles sont donc les raisons qui les retiennent? Serait-ce la France? Oui, c'est le pays qui nous est le plus hostile. J'ai été m'informer à la poste pour savoir si les députés espagnols n'étaient pas arrivés. Mais le maître de poste est tout à fait stupide. Il ne sait rien. Non, me dit-il, il n'y a pas de député espagnol ici, mais si vous voulez écrire une lettre, nous l'accepterons conformément aux tarifs en vigueur.
Que le diable l'emporte. Qu'est-ce qu'une lettre? Bêtise que tout cela. Ce sont les pharmaciens qui écrivent des lettres, et encore après avoir au préalable mouillé leur langue avec du vinaigre, car autrement leur visage se couvrirait de dartres. Le premier. La lenteur des députés m'étonne beaucoup. Quelles sont donc les raisons qui les retiennent? Serait-ce la France? Oui, c'est le pays qui nous est le plus hostile. J'ai été m'informer à la poste pour savoir si les députés espagnols n'étaient pas arrivés. Mais le maître de poste est tout à fait stupide. Il ne sait rien. Non, me dit-il, il n'y a pas de député espagnol ici. Mais si vous voulez écrire une lettre, nous l'accepterons conformément au tarif en vigueur. Que le diable l'emporte. Qu'est-ce qu'une lettre? Bêtise que tout cela. Ce sont les pharmaciens qui écrivent des lettres, et encore après avoir au préalable mouillé leur langue avec du vinaigre, car autrement leur visage se couvrirait de dartres. Madrid, le 30 février. Ainsi donc, je suis en Espagne, et cela s'est produit si rapidement que je puis à peine reprendre mes esprits. Ce matin, des députés espagnols se sont présentés devant moi, et je suis parti avec eux en carrosse. L'extraordinaire rapidité du voyage me parut étrange. Nous avons voyagé si vite que nous avons atteint les frontières espagnoles en une demi-heure. D'ailleurs, maintenant, il y a partout en Europe des chemins de fer et des bateaux à vapeur qui vont extrêmement vite. Quel étrange pays que l'Espagne! Lorsque nous entrâmes dans la première chambre, je vis une multitude d'hommes au crâne rasé. Cependant, je devinais que ce devaient être des grands ou des soldats, car ils se rasent la tête. La façon d'agir du chancelier d'État qui me menait par la main me parut très étrange. Il me poussa dans une petite chambre et me dit « Reste là, et si tu continues à te faire appeler Ferdinand VIII, je saurai bien te faire passer cette envie. » Mais comprenant bien que c'était uniquement une épreuve, je répondis négativement. Et alors le chancelier me donna 2 coups de bâton sur le dos avec une telle force que je faillis crier. Mais je me retins, me rappelant que c'est la coutume des chevaliers lorsqu'on accède à une haute dignité, car les coutumes de la chevalerie subsistent encore jusqu'à présent en Espagne. Resté seul, je résolus de m'occuper des affaires de l'État. Je découvris que la Chine et l'Espagne étaient un seul et même pays, et que c'est par pure ignorance qu'on les considère comme des États séparés. Je conseille à tout le monde d'écrire exprès sur un papier « Espagne » et ça se lira Chine. Mais je suis extrêmement peiné de l'événement qui doit avoir lieu demain. Demain, à 7 heures, il se produira un événement étrange. La Terre se posera sur la Lune. Le célèbre chimiste anglais Wellington parle lui aussi de cela. J'avoue que je ressentis une inquiétude cruelle lorsque je me représentais l'extrême délicatesse et la fragilité de la Lune. La Lune d'ordinaire se fabrique à Hambourg et fort mal. Je m'étonne que l'Angleterre ne fasse pas attention à cela. C'est un tonnelier bancal qui l'a faite, et l'on voit bien que cet imbécile n'a aucune idée de la Lune. Il y a mis un cordage coudronné et de l'huile de bois. C'est de là que provient sur toute la terre cette puanteur terrible qui nous oblige à nous boucher le nez. C'est pour cela aussi que la Lune est une sphère si délicate que les hommes n'y peuvent vivre et que maintenant elle est habitée uniquement par des nez. Voilà pourquoi nous ne pouvons apercevoir notre propre nez, car tous les nez sont dans la Lune. Et lorsque j'imaginais que la Terre est une substance lourde et qu'en s'asseyant sur la Lune, elle risquait d'écraser nos nez en poussière, une inquiétude telle me saisit qu'ayant mis mes bras et mes souliers, je me précipitai dans la salle du Conseil d'État pour donner l'ordre à la police d'empêcher la Terre de s'asseoir sur la Lune. Les grands d'Espagne au crâne rasé que je trouvais en nombre dans la salle du Conseil étaient des gens très intelligents, et quand je leur dis « Messieurs, sauvons la Lune, car la Terre veut s'asseoir dessus », ils se précipitèrent tous à la minute afin d'exécuter ma volonté royale, et plusieurs d'entre eux se minrent à sauter le long des murs pour arriver jusqu'à la Lune. Mais en cet instant entra le grand chancelier, et à sa vue tous se dispersèrent. Je restai seul en ma qualité de roi.
Mais à mon grand étonnement, le chancelier me frappa de son bâton et me fit rentrer dans ma chambre. Telle est la puissance des coutumes populaires en Espagne. Janvier de la même année qui arriva après Fébruar. Je ne parviens pas jusqu'ici à comprendre l'Espagne. Les coutumes populaires et les règles de l'étiquette de la cour sont tout à fait extraordinaires. Je ne comprends pas, je ne comprends absolument rien. Aujourd'hui, j'eus beau crier de toutes mes forces que je ne voulais pas être moine. On me rasa la tête. Mais je ne puis même songer à ce qui m'arriva lorsqu'on se mit à me verser de l'eau froide sur la tête. Je n'ai jamais ressenti de souffrance aussi infernale. J'ai failli devenir enragé, si bien qu'on eut de la peine à me maintenir. Je ne comprends pas du tout la signification de cette étrange coutume stupide, inepte. Je ne conçois pas l'aberration des rois qui ne l'ont pas encore abolie jusqu'ici. À en juger d'après les apparences, je me demande si je ne suis pas tombé entre les mains de l'Inquisition, et si celui que je prends pour le chancelier n'est pas le grand inquisiteur lui-même. Cependant, je ne parviens pas à comprendre comment le roi a pu être soumis aux tortures de l'Inquisition. Il est vrai que c'est peut-être la faute à la France, et surtout à Polignac. Oh, cette canaille de Polignac! Il a juré de me nuire jusqu'à ma mort, et il me poursuit. Mais je sais bien, mon ami, que c'est l'Anglais qui te conduit. L'Anglais est un grand politicien. Il tourne toujours autour du pot. Le monde entier sait bien que lorsque l'Angleterre prise du tabac, c'est la France qui éternue. Atchoum! Le 25. Le grand inquisiteur est de nouveau entré dans ma chambre aujourd'hui. M'ayant entendu ses pas de loin, je me cachai sous la chaise. Ne me voyant pas, il se mit à m'appeler. D'abord il cria « Propitchin !» Pas un mot. Puis « Aksenti Ivanovitch, conseiller titulaire, gentilhomme !» Je continuai de me taire. « Ferdinand VIII, roi d'Espagne !» Je voulais me montrer, mais ensuite je me dis « Non, mon ami, tu ne m'attraperas pas, je te connais. Tu vas recommencer à me verser de l'eau sur la tête. » Mais il m'aperçut et me chassa à coups de bâton de dessous ma chaise. Ce maudit bâton fait terriblement mal. D'ailleurs, j'ai été récompensé de tout cela par la découverte que j'ai faite aujourd'hui. J'ai appris que tout coq a son Espagne et qu'elle se trouve sous ses plumes, non loin de sa queue. Le grand inquisiteur me quitta, furieux, et me menaça de je ne sais quel châtiment. Mais je méprise complètement sa rage impuissante, sachant très bien qu'il agit comme une machine, comme l'instrument de l'Angleterre. Le 34 émo février is AN 349. Non, je n'ai plus la force de supporter cela. Mon Dieu! Que font-ils avec moi? Ils me versent de l'eau froide sur la tête. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne m'écoutent pas. Que leur ai-je fait? Pourquoi me tourmentent-ils? Que veulent-ils de moi, malheureux que je suis? Que puis-je leur donner? Je n'ai rien, je suis sans force, je ne puis supporter ces tourments. Ma tête me brûle, et tout tourne autour de moi. Sauvez-moi! Enlevez-moi, donnez-moi des chevaux rapides comme la tempête, fouette cocher, carillonne grelot, cabrez-vous, ardent coursier, et enlevez-moi hors de ce monde. Loin, très loin, pour que je ne voie plus rien, ni personne. J'aperçois des nuages qui se tordent en volute au-devant de moi. Une étoile clignote là-bas. La forêt court comme une folle, avec ses arbres et sa lune. Une brume grisâtre s'étale sous moi. Une corde gémit et se brise. D'un côté, c'est la mer. De l'autre, l'Italie. Et puis, voici des chaumières russes. Est-ce ma maison qui se colore en bleu tout au fond? Est-ce ma mère qui se tient assise à la croisée? Maman, maman chérie, sauve ton pauvre fils! Laisse tomber une larme, une petite larme sur ma tête fiévreuse.
Vois comme ils me font souffrir. Prends ton enfant, presse-le sur ta poitrine. Point de retraite pour lui sur la terre. Au fait, savez-vous que le B d'Alger a une grosse verrue juste sous le nez?